Mes amis, on retrouve pour nos chroniques de la royauté Yves-Marie Adeline, qui était très surpris d'être devenu, grâce à ses chroniques, une vedette sur l'île de Ré cet été. Et il a toujours eu une connexion aussi pourrie. Moi, je soupçonne d'habiter dans l'Antarctique pour avoir une connexion aussi lente. Et Aïe. donc, Yves-Marie, on va reprendre. Est-ce que vos vacances étaient bonnes? Oui, oui, elles étaient bonnes. J'ai fait beaucoup de visites, beaucoup de sauts de puce et puis effectivement, j'ai terminé à l'île de Ré, qui est un lieu extraordinaire pour les vacances, que vous ne pouvez pas connaître parce que vous habitez le Grand Nord. Mais sur Mais les- sur les- j'ai connu l'île de Ré avant même le pont. Ah mais oui, moi aussi, bien sûr. Ouais. Et c'était beaucoup plus charmant d'ailleurs qu'aujourd'hui, même si je Oh, trouve que l'île est restée charmante. Non, l'île est restée Oui, charmante. Saint-Martin. Oui, le nord de l'île, le nord de l'île. Oui, Tout ce qui est au nord de Saint-Martin a gardé un certain oui. charme, C'est là que effectivement. je vais. Dites-moi, Yves-Marie, je voulais évidemment qu'on commente un peu l'actualité de l'été au regard, au prisme de la monarchie, de l'Ancien Régime, de la royauté, puisqu'on a vécu cette situation tout à fait incroyable où un président de la République battu aux élections 2 fois de suite, vous avez fait une chronique sur le sujet, battu 2 fois de suite aux élections, choisit de rester au pouvoir comme si de rien n'était. Et puis finalement, hésite sur la notion de Premier ministre, sur à quoi sert un Premier ministre, comment peut-on fonctionner avec un Premier ministre, quelle est l'indépendance du Premier ministre par rapport au président. Tout ça dans un contexte de crise des finances publiques, de crise de la dette, de crise du déficit, tel qu'on l'a connu, de mon point de vue, un certain nombre de fois sous l'Ancien Régime, notamment aux alentours de 1788-1789. Et vous, en bon, alors, voilà, on va en discuter, en bon monarchiste que vous êtes, je rappelle que vous êtes légitimiste, vous êtes pour le retour des Bourbons au pouvoir. Non, je suis monarchiste. Je n'appartiens pas à ces querelles. Non, non, non. Ça, c'est une rumeur. Bon, Il mais faut vous vous êtes renseigner. vous êtes un proche des Bourbons. Non, pas du tout. Non, non. Non, non. Non, non, mais je vous promets, c'est vrai. J'ai Alors, commencé ma carrière très anciennement euh, par écrire des articles dans des organes qui effectivement relevaient de cette tendance-là, mais ça fait bien longtemps que. lorsque vous conduisiez une liste monarchiste aux Oui, élections européennes, elle était vous, transcourant. Oui. Euh, alors, concrètement, donc, comment vous percevez cette crise, d'abord, crise des finances publiques, puisque moi, je vois plein de Français qui me disent, mais la dette, c'est un jeu d'écriture, la dette, c'est un jeu, et ça n'existe pas, c'est une invention, tout ça, c'est pour faire plaisir à BlackRock. Et au fond, c'est pas complètement nouveau, cette idée d'une crise des finances publiques. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue monarchiste sur le sujet? Je ne voudrais pas désespérer mes amis républicains auxquels je parle en ce moment, mais la situation est quand même pas tout à fait comparable. Vous avez parlé de 89, 88. En 88, c'est 80 millions c'est 80% pardon, du PIB qui sont la dette publique. Là, on est à quoi? 110, hein? 110, Euh, 115. Ouais, 110, 115, avec un service de la dette qui effectivement représente à peu près 40% des recettes de l'État. Mais il ne faut pas oublier que à l'époque, la fiscalité est en France balbutiante, si on peut dire. En tout cas, elle est très insuffisante. Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas d'impôts d'abord. Et puis ceux qui payent des impôts, on ne paye pas assez. Enfin, je veux dire, d'une manière générale, on ne paye pas assez. Et puis en plus, on sort de la guerre américaine. Et quand on sort d'une guerre, on a forcément une dette publique colossale, puisqu'on va faire une guerre de 20 ans contre, un peu plus que ça, contre l'Europe, en particulier l'Angleterre. En 1815, à Waterloo, l'Angleterre, elle a une dette de 250% de son PIB. Donc ça, c'est normal. Chez nous, quand on est sorti de la Grande Guerre, même encore en 1926, on a une dette, enfin la charge de la dette, en tout cas, ça absorbe à peu près 40%
des dépenses de l'État. Et en 1945, la France, elle est à 160% du PIB. Bon, là, on n'a pas eu de guerre. Alors bon, il y a eu la Covid, la fameuse Covid, mais enfin, on n'a pas attendu la Covid pour se surendetter. Et puis, d'autre part, la situation n'est pas la même. On a, comment dirais-je, la France de 88, c'est la première puissance mondiale, c'est un pays extrêmement riche, mais qui a subi une crise agricole avec de très mauvaises récoltes. Et donc, il y a une crise, mais qui est conjoncturelle. On n'est pas dans la crise quasiment structurelle qui est la nôtre aujourd'hui. C'est un État souverain, c'est la première démographie d'Europe. Donc, vous voyez, c'est pas du tout comparable. Aujourd'hui, on est un pays, d'abord, on est le pays le plus imposé au monde, donc on n'a pas de marge de manœuvre. On est un pays vieux. Pensez que quand il faut faire des révolutions, il faut être jeune. Parce que j'entends quelquefois sur le courrier des gens qui disent « Ah oui, mais on est en période pré-révolutionnaire ». Je ne sais pas, on est un pays de vieux. Est-ce qu'on fait la révolution quand on est vieux? Pensez que Mirabeau a 40 ans, Robespierre 36 quand il meurt, quand on le décapite enfin, Danton 34, Bonaparte est général à 25 ans, et c'est absolument incomparable. Puis s'il y a une révolution, qu'est-ce qu'on fait de notre appartenance à l'Union européenne? Enfin, vous voyez, il y a tellement de différences entre les deux situations. Aujourd'hui, on est à 3000 milliards de dettes. Quand je travaillais avec Arthuis, on s'arrachait les cheveux sur les 400 milliards de francs de la dette sous Balladur. Bon, alors là, on est à 3000 milliards d'euros. C'est-à-dire que le franc... enfin l'euro valant 6 francs 50. Enfin, vous voyez, non, je ne pense pas qu'on puisse vraiment comparer. Encore une fois, je veux désespérer personne, mais encore une fois, en 88, la marge était énorme. Ce qu'il y avait, c'était des blocages politiques, des blocages sociétaux, la difficulté à procéder à des réformes. Il a fallu que ces réformes se fassent au forceps, hein, ça c'est certain. Elles se sont faites au forceps. On a malheureusement eu tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je ne crois pas que ce soit comparable. Alors aujourd'hui, en plus de ça, encore une fois, on est plutôt une sorte de province de l'Union européenne. C'est d'où le sens de la nomination de Barnier. C'est très intelligent de la part de Macron d'avoir fait venir Barnier. C'était le meilleur. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait, et oui, mais bizarrement, c'est le meilleur choix qu'il pouvait faire. C'est-à-dire, c'est un homme qui a toutes ses entrées dans l'Union européenne et qui va gérer le problème de la France qui est menacée de tutelle quand même de l'Union européenne, comme une province qu'il va falloir assagir. Non, la seule solution aujourd'hui, entre autres, sinon on ne pense qu'au stock, c'est des économies. Après, il y a le flux. Alors là, il faut des réformes de très grande ampleur et qui ne produiront leurs résultats que plus tard. Enfin, vous voyez, donc... on regarde les réformes que Milei a entrepris en Argentine, en l'espace de 8 mois, oui. Il a quand même bien inversé la tendance économique, même si c'est douloureux, on ne l'ignore pas, même si c'est mal vécu, même si c'est diabolisé, même si Milei accompagne ça d'une forme de messianisme sioniste que nous ne partageons pas au courrier, en tout cas pas moi. Il faut reconnaître que la potion libertarienne administrée en Argentine peut produire des effets en quelques mois. Mais justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir la question du Premier ministre dans cette affaire. Parce que on se souvient que, au fond, en 1789, le roi Louis XVI congédie Necker, puis finalement est obligé de le ramener. Donc il y a bien, à l'époque, déjà sous Louis XVI, des visiteurs du soir auprès du chef de l'État. On pense à celui qui est devenu Louis XVIII après, et puis un certain nombre d'autres. Et puis il y a un pouvoir politique que j'allais dire séculaire, auquel le roi s'oppose ou avec lequel il est obligé de composer. Et on peut penser que jusqu'ici, sous Emmanuel Macron, peu de premiers ministres, à part peut-être Édouard Philippe et encore, ont osé réellement affronter le président de la République. Mais est-ce que, au fond, cette question de la dette et de la difficulté de la gérer, même si on est bien d'accord pour dire que les contextes sont différents, et cette difficulté d'intégrer des politiques imposées par un Premier ministre, c'est pas quelque chose qu'on a déjà connu sous l'Ancien Régime?
Bah, d'abord, l'institution du Premier ministre, c'est vraiment royal. C'est pas du tout républicain. C'est De Gaulle, on en a déjà parlé d'ailleurs, hein, qui a fait cette espèce de mix entre la monarchie et la République en donnant un Premier ministre. Je rappelle que à l'origine, mais bon, à l'origine, le Premier ministre gouverne et le président préside. Sous la monarchie, le Premier ministre gouverne et le roi règne. Alors, il y a eu des périodes où il fallait un homme à poigne pour redresser l'État, et ça a été par exemple le cas de Louis XIV. D'une manière générale, on pouvait quand même faire appel à au moins ce qu'on appelait un principal ministre. Enfin, bon, peu importe le nom qu'on lui donne, même si ce n'était pas tout à fait prévu dans une constitution, puisque dans un régime patriarcal, au sens scientifique du terme, il n'y a pas besoin d'écrit. Hein, bon. Mais l'idée du Premier ministre aujourd'hui, évidemment, est complètement mise à bas, notamment depuis l'arrivée du quinquennat. Entre parenthèses, quand on a mis en place le quinquennat, c'était pour éviter les 3 cohabitations qu'on a connues, qui ont été mal ressenties par certains, en tout cas, en 86, en 93 et puis ensuite en 97. Et donc, bon, alors on avait dit si on fait un quinquennat présidentiel, on n'aura plus ce problème avec une majorité parlementaire, etc. Eh ben c'est quand même arrivé. Alors il faut dire que c'était quand même pas. Il fallait faire preuve d'imagination, disons, pour prévoir la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire une crise politique majeure, une France ingouvernable. Bon, mais autrement dit, le quinquennat n'a pas résolu la question. Et surtout, avec le quinquennat, le Premier ministre n'a plus de sens. On a américanisé la présidence française avec un chef d'État qui s'occupe de tout. Pensez à Sarkozy, l'hyper-président, comme on disait, et donc qui parlait de son Premier ministre comme de son collaborateur. Quand il y avait, dans ma jeunesse, quand il y avait des manifestations dans la rue, les gens défilaient, ils protestaient contre la politique de Pompidou. Pompidou navigue sur nos sous. Bon, ils ne remettaient pas en question De Gaulle, ils remettaient en question le gouvernement. Alors, Mitterrand, Dieu sait s'il a lutté contre la Ve République, et Dieu sait comme il a su s'en servir, et il changeait régulièrement de Premier ministre, il en a eu une tripotée en 2 septennats, et alors à chaque fois, il avait un petit état de grâce, c'est-à-dire que bon, ben, on avait quelqu'un de nouveau. Alors pendant quelques mois, l'opinion publique, ça s'agissait, puis finalement recommençait à rouspéter. Bon. Donc aujourd'hui, on ne voit pas tellement l'intérêt d'un Premier ministre, sauf évidemment dans la période actuelle. C'est-à-dire que si Barnier a la confiance du Parlement, si vraiment il y avait un affrontement entre Barnier et Macron, il faudrait à ce moment-là que, comment dirais-je, Macron se soumette ou se démette, pour reprendre l'expression du 19e siècle au début de la Troisième République. Donc c'est vrai que je ne sais pas, puis bon, Barnier. Alors, on est dans une situation étonnante parce qu'on a un président qui a lancé des élections législatives dont il ne tient pas compte, mais a-t-il le choix d'en tenir compte ? Puisque de toute façon, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Et puis, soyons pas complètement dupes quand même de ce jeu-là, puisque la gauche et Macron ont bien su s'allier quand même, du premier au deuxième tour, pas la gauche, y compris la droite, la droite ancienne, ont su s'allier pour faire barrage au RN. Et donc le RN, qui était arrivé en tête avec 10 millions de voix au premier tour, s'est retrouvé en 3e position au second tour, parce qu'il y a eu des désistements réciproques. Donc on ne peut pas aujourd'hui accuser Macron de faire un coup d'État institutionnel, alors qu'on a participé soi-même, du moins 2 Français sur 3 ont participé eux-mêmes à ce coup d'État institutionnel. Ce ne serait pas très juste de penser ça. Maintenant, est-ce que Barnier, devant l'ampleur des réformes, va vraiment sortir la France de l'ornière, ou est-ce qu'il va se contenter, alors j'ai pas envie de sortir un mot trop dur, d'être le gouverneur de la France, parce que certains te donneraient un mot à consonance allemande. Le Gauleiter, on va dire. Le gouverneur de la France dans le cadre de l'Union européenne. C'était le mot que je ne voulais pas sortir. Voilà.
Donc, je ne sais pas. Comment vous sentez? Est-ce que vous avez Là, peut-être vous suivi? parlez de la crise Comment vous Comment sentez? je sens quoi? Vous avez sans doute suivi son interview à la télévision hier, ses premières prises de parole. Michel Barnier est quand même l'incarnation de la bonne bourgeoisie modérée, française, plutôt conservatrice, mais pas trop, plutôt sociale, mais pas trop. Il a commencé à expliquer qu'il allait augmenter les impôts pour plus de justice sociale, qu'on allait réviser la réforme des retraites sans l'abroger, mais enfin, on va quand même la changer. Et, comment vous sentez ce personnage, alors, qui, de mon point de vue, marque l'échec du nouveau monde? C'est-à-dire que, en réalité, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce qui va sauver le régime, c'est cette bonne vieille bourgeoisie qui est toujours du côté du vainqueur et qui fait des arbitrages l'eau tiède. Comment vous sentez le parcours et la stratégie que Barnier va suivre? Le parcours, il est étonnamment brillant Mais pour un celui qui homme qui arrive, quelle n'a jamais. trajectoire va-t-il suivre selon vous? Ah oui, quelle trajectoire! Oh là 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 là, mon Dieu. Il a quand même hérité d'une sacrée patate chaude. Hein. Moi, enfin, il y a des hommes qui se révèlent dans l'épreuve. Donc, Barnier a quand même une très très longue carrière derrière lui, très brillante. Hein. Il a fait beaucoup de choses. Je pense qu'il y a au moins une chose, c'est que bon, bah, il va probablement maintenir un lien extrêmement fort avec l'Union européenne. Donc là, tous les souverainistes vont en avoir pour leur argent. Après, augmenter les impôts des riches, moi, j'ai rien contre. Hein. C'est ce qui se produit pas, justement. Ce sont les classes moyennes qui souffrent de la fiscalité incroyable de la France, de la République française, pardon. Mais ce ne sont pas les riches C'est quoi les classes qui payent des moyennes? impôts. Expliquez-nous ce que sont les classes moyennes. C'est à partir de quel Bon, voilà. niveau on devient riche qu'on n'est plus dans les classes moyennes? Alors, on devient riche. Là, il y a une classification, effectivement, sociologique. Écoutez, grosso modo, chacun a conscience lui-même d'appartenir à la classe qui lui est assignée. Euh, la classe moyenne, alors il y a les CSP+, comme on dit. Les CSP+, c'est en particulier probablement la clientèle du Courrier des Stratèges, par exemple, c'est-à-dire des cadres assez bien formés, enfin, du moins dans certaines matières, et puis qui travaillent, qui ont un niveau de vie suffisant, disons. Quand on est au-dessous de ça et que dans le courant du mois, on est dans le rouge, ben, on sait bien qu'on appartient déjà à une classe moyenne plus basse. Et puis ensuite, il y a les pauvres, carrément. Or, les gens très riches, c'est-à-dire ceux qui vraiment gagnent, je sais pas, 300 500 000 euros par an, bon, sont des gens qui pratiquent l'optimisation fiscale. Alors, autrefois, on aurait parlé de fraude, mais ce n'est pas de la fraude puisque c'est légal, c'est de l'optimisation fiscale. On sait très bien que ces gens-là ne payent pas d'impôts. Donc, il y a des gens d'ailleurs qui donnent des leçons à tout le monde depuis Los Angeles où ils résident et sans payer d'impôts. Oui, mais cela dit, Yves-Marie, il y a aussi des classes moyennes qui pratiquent l'optimisation fiscale, même si on les gruge. Mais quand je pense aux niches Pinel, Derobien, Cellier, etc., il y a eu ces politiques. Quand vous pensez à l'assurance vie, le placement préféré des Français, l'assurance vie est un placement d'optimisation fiscale. Donc, l'optimisation fiscale, c'est pas que pour les riches. Non, mais d'accord, mais enfin bon, il y a des limites à tout. Enfin, il n'y a pas une barrière comme ça qui séparerait l'optimisation fiscale, disons, acceptable et celle qui est moralement discutable. Mais il y a quand même une. Non, moi je connais des gens qui. Je me souviens d'un ami, je ne vais pas le citer parce qu'il est très connu, que j'ai connu dans ma jeunesse et qui a eu une réussite absolument spectaculaire. Hein, et je l'ai retrouvé il y a quelques années, un mariage, pour tout vous dire.
Et il me parlait de ses affaires, hein. C'est un homme qui est multimillionnaire, et il se vantait de ne pas payer un sou d'impôts en France. Il était content. D'impôt sur le revenu. Oui, il cache tout ça. Alors bon, bien sûr qu'il a… Forcément, quand il prend un café, il paye un impôt, évidemment, puisqu'il paye la TVA, et puis il a des impôts sur ses propriétés, encore que s'il donne à ses propriétés un statut particulier de SCI et compagnie, ça, c'est encore différent. Donc, il se vantait de ça, il trouvait ça très bien. C'était un jeu pour lui d'échapper à la, comment dirais-je, à la répartition sociale. Alors, je ne suis pas socialiste, mais enfin, tout de même, je pense qu'une une juste répartition sociale est nécessaire. Donc, voilà, ça me choque beaucoup. Oui, Alors, mais effectivement, pour le coup, on fait quoi pour lutter contre ça? Puisqu'en réalité, le sujet que vous dites, c'est la concurrence fiscale au sein de l'Union européenne, notamment, pas que, mais essentiellement au sein de l'Union européenne. Comment vous faites, vous, comment vous concevez ça, comment on fait pour lutter contre ces grandes familles qui sont parties à l'étranger et donc ne restent plus en France, qu'au fond, les gens moyens et le nombre d'hyper riches en France, qu'on appelle les hyper riches, est relativement limité. Beaucoup sont partis. Ceux qui restent, ils ont trouvé des formules, des family office, etc., pour extraterritorialiser l'essentiel de leurs revenus. Comment on fait pour lutter contre ça? Est-ce qu'on transforme la France en prison fiscale? ah ben non, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Non, il faudrait remettre la France au travail, il faudrait alléger le coût du travail, etc. Mais vous vous rendez compte les années qu'il va falloir consacrer à ce redressement. Je vois Pas mal forcément. comment, encore une fois. Pas Oui, forcément. alors vous allez me reparler de l'Argentine. Oui. Oui, Est-ce non, qu'on peut mais alors, comparer l'Argentine? oui, en fait, on pourra, enfin, il vaut mieux ne pas la comparer parce que ce serait mauvais signe pour la France, mais le problème autour duquel vous tournez et autour duquel tout le monde tourne, et ça m'intéresse de vous entendre, vous, royalistes, monarchistes, sur ce sujet, c'est qu'on sait bien vous parler de l'abaissement du coût du travail. On sait très bien que s'il y a un problème de coût du travail en France, c'est à cause de la sécurité sociale, c'est-à-dire de la création d'un assureur monopolistique d'État en matière de risque de vie, quoi, et risque santé, risque vieillesse. Et au fond, ce qu'on n'arrive pas à dire, enfin, ce que vous n'arrivez pas à dire, je vais vous taquiner, c'est que tant qu'on aura une sécurité sociale aussi coûteuse et improductive, on aura un problème de compétitivité et donc on devra arbitrer en permanence entre je lève des impôts pour financer la machine sociale et je sais que c'est pas tenable et je dois quand même produire de la richesse et j'arrive pas à faire les deux en même temps. Quelle solution structurelle vous proposez qui devrait être le sujet de Barnier? C'est comment je dynamite la sécurité sociale et par quoi je la remplace pour que les gens restent protégés sans être appauvris. Bah, là, si vous pensez à l'exemple américain, c'est ça, c'est-à-dire je prends une Pas du assurance. tout. Non, Alors, non, non. c'est là que je trouve ça fascinant, c'est que en France, il y a, j'allais dire, un tel arc-boutage sur la question de la sécurité sociale, c'est que dès qu'on dit on pourrait faire autrement que la sécurité sociale française, on dit ah, c'est comme aux États-Unis. Non, il y a au moins 175 autres pays dans le monde qui n'ont pas de sécurité sociale à la française et qui se portent très bien. Si je prends l'exemple de l'Allemagne, l'Allemagne est parvenue dans les années après le traité de Maastricht en 1994, puis au début des années 2000, l'Allemagne est parvenue à réformer son système de sécurité sociale. Et aujourd'hui, les salariés allemands sont mieux protégés qu'en France, se sentent beaucoup plus satisfaits de leur système de santé, qui coûte pourtant proportionnellement moins cher et qui n'est plus en situation de monopole. Donc, moi, je pense plus Oui, au oui, modèle oui, allemand oui. qu'au modèle américain. Oui, 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 je comprends ce que vous voulez dire. D'accord, ok. Mais oui, très bien. De toute façon, les monopoles sont rarement une bonne chose, sauf quand il s'agit de fabriquer des choses qui touchent au stratégique, quoi. Mais, moi, je ne suis pas du tout favorable au monopole, bien entendu. Et là, il y a toute une culture socialiste dont il faut se débarrasser en France.
une culture de l'irresponsabilité où l'État est le papa ou la maman. Non, je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Mais cela dit, enfin, ça n'est qu'un aspect des choses. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Je suis très inquiet pour ce pays qui n'est plus ce qu'il a été jadis, un pays d'entrepreneurs, un pays d'ingénieurs, un pays de... Alors, je ne voudrais pas généraliser, mais une expérience que j'ai vécue, un jour je remonte le boulevard Saint-Michel et je vois de loin un jeune gaillard, mais vraiment un gaillard, hein, un beau garçon, bien bâti, etc., qui tapait de l'argent à tous les passants. Et il arrivait à les baratiner, à leur raconter, enfin voilà, c'était un bonimenteur. Bon. J'arrive à sa hauteur et il commence à me bonimenter. Je lui dis, écoutez, avec le talent que vous avez, vous devriez gagner de l'argent. Enfin, vous devriez être, je sais pas, enfin, faire quelque chose. Au lieu de taper comme ça les gens, de mendier. Vous n'êtes pas dans la situation d'un véritable mendiant, quelqu'un qui est dans une détresse terrible et qui mendie. Et il me répond, j'ai pas envie d'engraisser un patron. Et je lui dis, ben alors vous avez qu'à fonder votre entreprise. Ah ben alors là, non, c'était incompréhensible. Si je avais parlé chinois, ça aurait été pareil. Et là, il y a vraiment une mentalité qui a gagné les esprits français de longue date, en fait, par cette épouvantable éducation nationale, bon, et qui fait qu'il faudrait reconstruire une nation qui est une nation entreprenante, inventive, etc. Moi, je suis très inquiet, entre parenthèses, quand, avec la nouvelle orthographe, avec le wokisme, avec tous ces trucs-là. Vous savez que maintenant, quasiment la moitié des thèses, du moins en sciences humaines, sont des thèses wokistes. Donc, autrement dit, rien, quoi. Ça, c'est très inquiétant. Ça m'inquiète beaucoup, parce qu'il faudrait remettre la France dans un état de production. Alors, elle est très performante, mais les gens qui la rendent performante sont une toute petite minorité des Français au travail. Les autres sont à côté. Alors, effectivement, on leur donne des subventions, des allocations, etc. Ce sont à proprement parler, au sens romain, au sens latin du terme, les prolétaires, les proles, ceux qui n'ont que pour seule fonction que de proliférer pour créer des consommateurs. C'est dramatique. Je vais faire des amis. Déjà que je me fais beaucoup insulter parce que je dis qu'il y a un avachissement en France et de passivité, de préférence pour le statut de chien plutôt que de loup. Alors, j'ai droit à vous nous insulter. Là, vous n'allez pas m'aider. Vous avez quand même écrit un livre dont on reparlera et je souhaiterais qu'on intègre ce livre dans nos entretiens plus régulièrement. Vous avez écrit un livre sur l'économie encadrée qui m'a fait bondir. Et donc, en tant que défenseur de l'économie encadrée, vous feriez quoi aujourd'hui pour régler le problème de la dette? Oh la vache, alors il me demande un truc super technique là, c'était pas prévu. On était supposé parler de la comparaison entre 89 et. C'est ce qu'on a fait. Il faudrait que je consulte. Non, mais le problème, c'est que comme je fais beaucoup de choses, il faudrait que je révise un tout petit peu. Vous voulez pas m'accorder l'émission prochaine plutôt pour parler de ça? L'émission prochaine à économie encadrée et Ancien Régime, parce que ce qui m'intéresse aussi, parce que sur le fond, l'Ancien Régime n'était pas qu'une économie encadrée. Non, mais bien sûr que non. Non, mais en plus, moi, je trouve un peu, je ne défends pas, je ne promeus pas l'Ancien Régime. Je peux défendre des calomnies qui évidemment pèsent sur lui par ce régime actuel, le nouveau régime, évidemment, ayant tout intérêt à disqualifier dans les esprits l'ancien. Mais je n'ai jamais, je suis de ce point de vue-là héraclitéen, si vous voulez, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Je n'ai jamais conseillé à qui que ce soit de venir revivre au temps de Louis XIV, même si j'admire Louis XIV. C'est une autre époque, c'est du passé. Aujourd'hui, on est dans un contexte complètement différent. D'ailleurs, on a des défis parfois très, très différents. Hein. Je pense aux défis démographiques, aux défis civilisationnels même, etc. Bon. Donc, je n'ai jamais dit ça. Mais en revanche, je défends des institutions que je crois meilleures que nos constitutions actuelles. Bon, voilà, si je pouvais faire un jeu de mots. Mais je n'ai jamais demandé qu'on revienne en arrière, c'est stupide.
Bon. Oui. On fait notre prochaine chronique de la royauté sur la dette et l'économie encadrée, mais on parlera aussi quand même un peu, justement, de D'accord, comparer ok. les institutions D'accord. sociales d'Ancien Régime. On fait comme ça, Yves-Marie? À la On semaine fait comme prochaine. ça. À bientôt. Ouais, à la semaine prochaine.